Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Gabon Première, merci pour votre fidélité renouvelée et bonsoir chez vous. Autour du projet sur la nouvelle constitution en République gabonaise, acte 5. Après l'œuvre pédagogique en début de semaine, hier, nous avons démystifié la polémique autour de la nouvelle constitution avec les quelques préoccupations des Gabonais adressées notamment au comité constitutionnel national. Ce soir, nous montons en puissance avec notamment le débat et notamment la personnification du nom, comme qui dirait, avec certains invités qui nous ont fait l'honneur de répondre favorablement à notre invitation. Patricia Lydimoulet, bonsoir. Bonsoir Martial Tibinda. Tout de suite, nous commençons par la présentation de nos invités. À ma gauche, nous avons M. Jean-Rémy Yama, qui est sénateur de la transition, enseignant-chercheur. Bonsoir M. Yama. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci. En face de lui, nous avons M. Gira Oudzaga, rapporteur du comité constitutionnel national, qui est avec nous pratiquement depuis le début de ce plateau spécial. Bonsoir M. Oudzaga. Bonsoir. En face de lui, et donc à ma gauche, nous avons M. Philippe Nzedi Eyege, économiste, président du groupe Sans haine, ni rancune, ni insulte, juste Gabon d'abord. Bonsoir monsieur. Bonsoir mesdames. Bienvenue sur ce plateau. Merci. En face de lui, nous avons le docteur Andy Grégory Leinda, qui est lui membre du comité constitutionnel national. Bonsoir docteur. Bonsoir madame. Et bienvenue sur ce plateau. Éventuellement, Martial, nous pourrons avoir d'autres invités au cours justement de ce plateau spécial, mais enfin, j'ai failli oublier une personne sur ce plateau, c'est monsieur Geoffroy Fumboula Libeka, qui est 4e vice-président de l'Assemblée nationale de transition, donc député de la transition. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau. Voilà, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation, de nous faire l'honneur d'être là ce soir, notamment les invités à notre gauche, dont on connaît déjà plus ou moins la sensibilité par rapport à toute la problématique non, au projet sur la nouvelle constitution. Messieurs, est-ce qu'on peut dire, finalement, avec votre présence sur ce plateau ce soir, que la culture, le débat démocratique est bel et bien lancé, notamment par rapport à ce plateau spécial? Monsieur Yama, par exemple. Oui, on peut dire, puisque je suis content d'être là, de participer à ce débat, d'éclairer les Gabonais, même si j'aurais bien voulu être plus souvent présent, mais à votre invitation, bien sûr. Bien sûr. Non, ne vous en faites pas, ce sera le cas. Voilà. En tout cas, je répondrai toujours à vos invitations pour mieux éclairer les Gabonais. Voilà, c'est ce qui nous rassure. Monsieur Fumboula, vous également? Je ne suis pas le seul à partager ce sentiment de culture démocratique. Parce que ne perdons pas de vue que nous sommes en période de transition, mais comme je l'ai dit une fois, la nôtre elle est un peu spéciale, en ce sens qu'elle donne l'opportunité à tous les acteurs de s'exprimer, on le voit, chaque jour. Bien sûr. Les personnes peuvent revenir de l'extérieur, arriver au Gabon, introduire des requêtes contre des militaires au pouvoir, bien sûr, sans être inquiétés. D'autres, effectivement, ayant appartenu au pouvoir déchu, peuvent s'exprimer librement. C'est quelque chose que l'on constate peu dans d'autres transitions. Et tout le mérite revient donc aux autorités de transition. La prière est simplement qu'on puisse continuer, quoi qu'étant en transition, à vivre ce débat démocratique. Monsieur Zedi Eyege, également. Écoutez, merci. Et puis, rien de spécial pour l'instant à ajouter, puisque le débat démocratique s'instaure. C'est notre bébé à tous. Et ensemble, nous devons veiller à ce que nous le maintenions en vie. Donc, pour l'instant, je crois que l'unanimité y est. Et puis, on verra la suite. Merci. Voilà, c'était justement une première question, juste une mise en bouche. Et rappeler à nos chers téléspectateurs, bon, à notre droite, ils ont l'habitude, ils sont avec nous. Rappeler à nos chers téléspectateurs que nous avons le plaisir justement d'avoir un vénérable sénateur de la transition et un honorable député de la transition. Et puisqu'on parle justement de ce projet de constitution qui finalement est arrivé au Parlement, vous étiez acteur. Revenir peut-être sur la culture démocratique qui a prévalu autour de ce projet. Donc ces différents articles parlant bien sûr du process, la culture qui a prévalu au Parlement.
Monsieur Foumboula. Monsieur Foumboula, allez. Bon, mais il faut dire que les travaux tout au long de la Constituante se sont déroulés dans une approche essentiellement démocratique, encadrée par un règlement. Deux fois, on s'est retrouvé dans des situations où de quand vous l'allez au-delà du règlement, mais on a rappelé, on a eu effectivement le présidium de qui, ou rappel à l'ordre des uns et des autres, ce présidium a su jouer le rôle qui était le sien. Nous nous sommes prononcés, nous avons analysé ce qui a été soumis à notre appréciation dans une approche démocratique. S'il n'y avait pas consensus, on passait au vote à main levée. Et c'est dans cet esprit que nos travaux se sont déroulés, sans effectivement oublier de mentionner que des fois sur certaines thématiques, c'était assez passionné, mais la passion ne peut pas manquer quand on parle du devenir de notre pays. Mais on a su effectivement gérer tout cela et on a fini par adopter notre rapport, comme vous le savez, à la majorité de voix, avec 8 voix contre, dont les nôtres, et 3 abstentions. Alors, vous parlez justement de ces thématiques. On peut avoir une idée de ces thématiques qui ont quand même passionné les débats? Bon, mais je pense que ce sont les thématiques qui passionnent le débat jusqu'à présent. Elles sont essentiellement politiques, le régime, surtout le régime. Surtout le régime, parce qu'en gros, c'est ce qui retient l'attention du plus grand nombre. On aura l'occasion justement d'en parler, de développer longuement dessus. Alors, toujours sur cette culture démocratique, vénérable Jean-Rémy Yama, quelque chose à dire? Oui, bon, il faudrait quand même regretter. Oui. Déjà, le comité constitutionnel, je ne sais pas trop, mais je crois qu'ils ont travaillé 2 mois. Peut-être 1 mois, on me dit. Nous, à l'Assemblée, nous avons travaillé 10 jours. On a appelé ça constituante, mais en réalité, nous n'étions pas une constituante. Ça, il faut le dire clairement. 10 jours, c'est insuffisant pour vous? Mais c'est très insuffisant. Si on prend l'exemple de la France, qui, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, en novembre 1945, ils ont institué la Constitution, qui a duré 7 mois, jusqu'en juin. Donc, 7 mois pour débattre de la Constitution. Or là, le comité constitutionnel a fait 1 mois. Nous, les parlementaires, nous avons fait 10 jours. Vous conviendrez avec moi que c'était insuffisant. Mais vous avez réussi à examiner justement tous les articles. Bien sûr, au pas de course, on a fait le mieux qu'on a pu faire. Et aujourd'hui, bon, vous savez, c'est comme un devoir. Un devoir de 2 heures, si on vous dit de le faire, moi je suis enseignant, je sais ce que c'est. Un devoir de 2 heures, si on vous dit de le faire en 30 minutes, ce n'est pas la même chose. Ce ne sera pas le même rendu. Donc ça, il faut déjà clairement le dire. Voilà pourquoi, en réalité, nous n'étions pas, ce n'était pas une constituante, c'était un comité parlementaire consultatif. Tout simplement. Pour que ça soit une constituante à part entière, vous estimez? Mais pour que ça soit une constituante, il faut déjà un temps. Et en plus, ce qui sort de la constituante ne peut plus être modifié. C'est ce qui se passe. Bon, je prends l'exemple de la France. Voilà pourquoi on dit constituante, c'est-à-dire que c'est vous qui rédigez la constitution. Donc appelons les choses clairement. Donc là, c'était un comité parlementaire consultatif pour réfléchir sur donner un avis sur les 194 articles de la Constitution. D'accord, donner un avis. Alors, messieurs, c'est interactif. Lorsque vous avez besoin de réagir à un propos, vous demandez la parole simplement ou vous la prenez purement et simplement. Alors, pour donner un avis, parlons-en. Oui. 801 amendements, je pense, ça a déjà constitué une première polémique. Est-ce qu'à votre niveau également, c'était polémique, c'est un sujet à polémique que ce nombre d'amendements qui auraient été arrêtés? Bon, oui, forcément. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de... Comment dire ça? Ça a suscité beaucoup de débats. C'est comme une copie. Si vous corrigez énormément, ça veut dire que, dans le fond, il y a beaucoup de choses à redire. 800 amendements, moi, j'en ai fait 13. Ça, ce sont les amendements des parlementaires.
On peut avoir une idée de ces 13, comme non, ça, 2 ou 3. On ne va pas refaire on va pas refaire le Parlement ici, sinon on passerait toute l'émission à parler. Mais on parlera des éléments importants. Des éléments clés. Soyez-en rassurés. Alors donc, les parlementaires sont ceux-là qui ont fait les 801 amendements, mais ce sont ces amendements qui ont été traités pendant les 10 jours. C'est ça, c'est pas que c'est 801 amendements qu'on envoie au président de la République, non. C'est 801 amendements qui ont été traités Tout à fait. pendant les 10 jours pour essayer de réécrire en termes de propositions et d'avis la Constitution. Donc c'est ce qui a été fait. Monsieur Fumboula? Bon, oui, 801 amendements, mais peut-être restituer également le cadre de nos travaux, effectivement. Logiquement, je suis totalement d'avis, la Constituante a pour mission d'écrire la Constitution. Ce travail d'écriture l'a été par le comité constitutionnel, Tout à fait. qui a rédigé un avant-projet de constitution, à ne pas confondre avec un projet de constitution. Cet avant-projet de constitution, jusqu'à adoption par le Conseil des ministres, demeure avant-projet de constitution. Et dans ce sens, cet avant-projet de constitution rédigé par le comité constitutionnel est soumis à l'appréciation d'un certain nombre d'experts pour émettre des avis. C'est le rôle qui nous a été donné à nous, en tant que parlementaires réunis en constituante, d'émettre des avis dits motivés. Mais ces avis, en réalité, ne sont tout autres que des propositions d'amendement consignées dans un rapport, lequel rapport sera transmis au président de la transition. Lui, à son tour, soumettra ce rapport contenant nos propositions d'amendement et le projet de constitution rédigé, l'avant-projet de constitution rédigé par le comité constitutionnel. Ces deux instruments, il les mettra à l'appréciation du CETRI et du gouvernement pour l'examen final afin d'aboutir à la monture finale de l'avant-projet de constitution. Et c'est cette monture finale qui va être soumise au Conseil des ministres qui va l'adopter pour en faire un projet de constitution. Une fois adopté en Conseil des ministres, il sera transmis. Alors, 801 amendements formulés par 78 parlementaires. Tout à fait. Il faut dire en fait que 801 amendements, ça paraît costaud. Moi-même, j'en ai fait 23 spécifiques et 50 de façon élargie sur l'ensemble des 194. Mais en réalité, mes amendements portaient sur des articles bien spécifiques. 801 amendements, ça paraît costaud, mais de ces 801 amendements, il y a des amendements qui étaient communs, il y a des amendements aussi qui étaient mineurs. On est d'accord, il y a des amendements communs, il y a des amendements qui étaient mineurs, voilà. Il y a des amendements qui relevaient, et on parle d'amendements également, il nous revient qu'il y a des amendements qui relevaient parfois du style d'écriture, faute d'orthographe ou... En fait, c'est dans ce sens que je parle de mineurs. D'accord. Mais les amendements forts, je pense, ont été défendus et proposés par ceux ayant majoritairement voté contre ou s'étant abstenus. Et ces amendements portaient essentiellement sur le régime, d'aucuns sur les critères d'éligibilité. Mais ce qu'il faut aussi dire là-dedans, et il ne faut pas qu'on manque de le souligner quand même, la Constitution, il faut qu'on l'apprécie sous 3 angles, à mon sens. Il y a le volet économique, il y a le volet social, il y a le volet politique. Politique, bien sûr. Je vais m'évertuer ce soir, tout au long de l'émission, à faire œuvre pédagogique par rapport à vos orientations, de façon factuelle. Il faut dire que la Constitution gabonaise de 91 à 2023 est une Constitution qui était rédigée sur la base des principes de la démocratie multipartite en 91 et après les accords de Paris, l'article 1er justement de la loi 1/94, la démocratie multipartite est devenue démocratie pluraliste. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que les décisions du point de vue démocratique étaient orientées par les décideurs politiques. Politique, tout à fait. L'avant-projet, notamment si je me base sur celui qui circule sur la toile, part de la démocratie qui était encadrée, orientée uniquement par les politiques, à une démocratie participative et pluraliste. Ça veut dire
que les concepteurs de la Constitution partent du principe que la future Constitution ne doit plus être sur les éléments fondamentaux uniquement orientée par les politiques. Il faut effectivement ajouter à côté des politiques les autres composants de la société. Et c'est pourquoi, dans cet avant-projet de constitution, pour la première fois depuis que le Gabon est république, la société civile, dans son rôle de participation à la démocratie, est consacrée. Les traditionnels sont consacrés. Les religieux sont consacrés. Chose qui n'avait jamais été mentionnée dans aucune des constitutions, partant notamment de 91 jusqu'en 2023. Donc c'est pour dire effectivement que sur le volet du régime politique, on a beaucoup à dire, mais sur les autres aspects non politiques, il y a eu suffisamment d'évolution pour en parler. Il y a également à dire. Alors, nous sommes là un tout petit peu pour la polémique, vénérable Jean-Rémy Yama, vous vous êtes déjà prononcé, on l'a suivi lors d'une sortie dans les réseaux sociaux en l'occurrence. Alors, qu'est-ce qui, et vous allez dire aux Gabonais, pour vous, dans cette constitution dérange? Allons-y. Oui, merci. Vous savez, c'est vrai que normalement il y a 3 pans dans un pays. Il y a le pan politique, le pan économique et le pan social. Mais le pan politique est le pan qui régule tout. C'est lui qui régule l'activité économique, c'est lui qui régule l'activité sociale. Et donc c'est le pan le plus important. Donc les aspects politiques sont les aspects sur lesquels il faut se concentrer. Alors, moi j'ai voté non au Parlement, le rapport, parce que lorsqu'il s'agit des pouvoirs, il existe 3 pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Et je peux vous dire, c'est peut-être parce qu'on n'a pas assez de temps, on peut philosopher là-dessus, sur les 3 pouvoirs. Eh bien, je pense qu'au dialogue, on a demandé la séparation des pouvoirs. Et lorsque je vois dans la Constitution que le président, dans la mouture initiale, que le président peut dissoudre l'Assemblée. Presque. Article 72. Voilà. Et tel que c'était écrit, c'est-à-dire entre 2 dissolutions, il fallait attendre au moins 1 an. Donc ça veut dire qu'en 7 ans, il peut dissoudre 7 fois. Ça, c'est pas. Parce que si vous avez le pouvoir de dissolution, c'est que vous avez le pouvoir sur l'Assemblée. Alors monsieur Yama, on vous entend. Oui. Mais peut-être par rapport à ça, il faudrait que... S'il te plaît, une question à monsieur Yama. Oui. Alors, en vous entendant aujourd'hui, pour vous, quelles sont les caractéristiques d'une bonne constitution? Est-ce qu'il en existe vraiment? Mais en réalité, il faut revenir aux temps anciens. C'est-à-dire? Parce que les temps anciens, c'est tout tourne autour du pouvoir. C'est quoi le pouvoir? Parce que vous n'avez pas encore répondu à ma question, les caractéristiques d'une bonne constitution. Mais les caractéristiques d'une bonne constitution, une constitution vise d'abord à l'équilibre des pouvoirs, qui se traduit par la séparation des pouvoirs. Comme notre univers est constitué, oui, notre univers est en équilibre parce que vous avez 3 forces, ça je vais vous le dire, qui assurent cet équilibre. Et chaque force est distincte. C'est les forces électromagnétiques, les forces gravitationnelles et les forces nucléaires. Et c'est comme ça. Nous avons 3 pouvoirs, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir l'exécutif. Il faut assurer l'équilibre parce que trop de pouvoir tue le pouvoir. L'homme, bon. Alors, on l'a compris, pour vous, cette constitution n'assure pas la séparation. Non, on avait l'occasion d'assurer cette séparation parce que les constitutions d'avant aussi n'assuraient pas cette séparation de pouvoir. Alors, donc là, on avait la possibilité. Ce n'est peut-être pas ce que pense le comité qui a rédigé cette constitution sur la base justement des préoccupations des Gabonais. Alors, que répondre à M. Jean-Rémy Yama sur cette problématique de concentration des pouvoirs, messieurs? Bien, merci. Depuis quelques minutes, on s'est abstenu un peu de réagir,
parce que depuis le début de la semaine, on est régulièrement ici pour expliquer le contenu de ce projet, de cet avant-projet de constitution, comme l'a souligné l'honorable Fumboula, et peut-être pour mieux tendre l'oreille aux critiques que les compatriotes, notamment M. Yama présent sur le plateau, font à l'égard de ce projet. On l'a également dit déjà ici, le comité constitutionnel n'a pas la prétention de considérer que l'avant-projet tel que rédigé suffit et se met à l'abri de toute forme de critique. Néanmoins, les critiques qui sont faites doivent être fondées pour que naturellement le comité puisse y apporter des explications. Pourquoi je dis fondées? Parce que j'ai suivi, comme tous les citoyens, l'intervention de M. Yama, du moins sa sortie de presse, et il y a un élément... C'est pas mon procès ici. Non, du moins, c'est pas le procès, mais comme naturellement vous avez relevé des inquiétudes sur le projet, lesquelles inquiétudes ont justifié votre vote lors de l'Assemblée constituante. Alors, je disais, les critiques, oui, mais encore faut-il que les critiques soient fondées. La première chose, c'est qu'il est reproché à l'avant-projet d'avoir consacré l'expression suprême. D'ailleurs, le chef de l'État, le futur président dans cette constitution, serait le chef suprême. Présenté comme ça, naturellement, ça peut heurter un peu les populations. On dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils ont fabriqué un monstre, vu ce stand. Mais, et lorsqu'il chute, il dit, dans ce cas, il faut repartir à la constitution de 91, qui est réputée être la meilleure. Ce n'est pas le procès de M. Yama ici. Non, mais naturellement. L'objectif du comité constitutionnel, c'est également de faire œuvre pédagogique pour que les compatriotes qui écoutent dans les différents canaux de communication puissent également se faire une idée correcte. Il ne s'agit vraiment pas du procès, mais je pense que peut-être, au-delà de M. Yama, il y a d'autres qui ont peut-être pensé ainsi. Donc, lorsque la chute est faite, on dit qu'il faut repartir à la Constitution de 91, qui est la meilleure. Donc, premier grief, l'avant-projet fait du président le chef suprême. Sauf que ce n'est pas vrai. Lorsque vous prenez l'avant-projet, il dit ceci, le président de la République est détenteur exclusif du pouvoir exécutif. Pas de tous les pouvoirs, du pouvoir exécutif. Normal. L'on rentre dans un système sorti du dialogue où on nous dit qu'il nous faut un régime présidentiel. On reviendra sur les régimes tout à l'heure. Mais un régime présidentiel implique que l'exécutif n'est qu'un seul chef. Donc, l'écriture du comité constitutionnel, c'est de dire exclusif, parce que dans un régime présidentiel, l'exécutif n'a qu'un seul chef, le président de la République. D'ailleurs, ce chef-là, ça simule d'une certaine manière à nos chefs traditionnels dans notre culture. Dans notre culture, il n'y a pas de chef dans nos traditions. Et le fait curieux, c'est que lorsqu'on nous dit qu'il faut aller prendre 91, mais c'est dans 91, article 8 de la Constitution de 1991, dont on nous demande d'aller prendre pour surseoir celle-là, au motif que celle-là serait en train de consacrer suprême. Mais c'est dans l'article 8 de la Constitution actuelle de 1991 où il est écrit « Le président est détenteur suprême du pouvoir exécutif ». Donc, on fait un mauvais procès à l'avant-projet sur un grief qui n'est pas vrai. Donc, c'était important de restituer les choses. L'on n'a pas écrit qu'il était détenteur suprême. Vous allez voir, suprême, par contre, apparaît dans l'actuelle Constitution et aussi dans l'avant-projet concernant les forces de défense et de sécurité. Là aussi, logique. Vous savez que les forces de défense et de sécurité ont des commandements en chef. Et que tous ces commandements en chef ont au-dessus le président, qui est le chef, alors suprême des forces de défense et de sécurité. Donc, il était quand même important de restituer les choses, rien que sur ce moyen. Et je voudrais quand même restituer, oui, parce que je pense que vous n'avez pas bien compris mes propos. D'accord. Je n'ai jamais dit que la Constitution de 91, c'est, comment dire, elle serait... non, mais disons que... Il faut surseoir à celle-là et revenir à celle-là. Non, mais justement, pourquoi il faut la surseoir? Mais parce que celle-là cause beaucoup de polémiques. C'est dans ce sens, en disant, mais puisqu'au lieu d'aller vers un référendum
où les Gabonais sont divisés par rapport à certains aspects. Puisque le CTRI lui-même, dans sa charte, dit bien que ce qui n'est pas contenu dans la charte, nous prenons comme référence la Constitution de 91. C'est sur cette base que je dis, mais dans ce cas, pour taire d'abord les polémiques, puisque les esprits sont très échauffés, pour taire la polémique, alors considérons d'abord cette Constitution de 91 pour qu'on revienne à l'ordre constitutionnel, les nouveaux dirigeants, le président qui sera élu, les parlementaires qui seront élus, la nouvelle société qui se mettra en place, va prendre le temps qu'il faut pour nous pondre une très bonne constitution où, quand il s'agira de la voter, elle sera à 99,99%. Monsieur Yama, s'il vous plaît, lorsqu'aujourd'hui vous faites l'apologie, s'il vous plaît, vous pensez à qui? Non, mais on sort d'un traumatisme. Ah, vous pensez par rapport au traumatisme? Ah oui, on sort d'un traumatisme. Mais monsieur Yama, lorsqu'aujourd'hui vous faites justement l'apologie de cette constitution de 1991, est-ce que ce n'est pas un déni de recul, notamment en ce qui concerne la démocratie? La démocratie chez nous? C'est d'abord le CTRI qui fait l'apologie de la Constitution. Non, mais vous avez un choix. Vous décidez, vous avez ce choix. Non, mais parce que je constate, c'est à l'épreuve des faits. Les faits sont là. Nous tous, nous regardons ce qui se passe. Ne soyons pas sourds et aveugles à ce qui se passe. Les Gabonais, dans leur... même si c'est une minorité, mais on atteindra le seul référendum que nous avons fait, c'était en 1994. C'était un plébiscite presque. Tout le monde avait appelé à voter oui. À ma connaissance, je ne sais pas s'il y a eu un non. Peut-être des abstentions. Pas 94, hein, 95. Mais, bon, 95, oui, bien sûr. Mais disons que c'est au sortir des accords de Paris. Mais à cette époque... Donc une constitution qui fait polémique... Cette constitution a été rédigée, on va dire, de manière plus ou moins sectaire à l'époque. Bon, pas forcément sectaire. Enfin, fermé, c'était fermé. Mais disons qu'il y avait la majorité et l'opposition qui sont tombés d'accord. Et... Parce que, comme je vous dis, les une constitution... politiques. Alors, monsieur Yégué aussi. Non, je tenais à préciser quand même que c'est d'abord le CTRI qui s'appuie sur la Constitution de 91. Pour moi, si cette proposition a été faite, ce n'est pas pour la couler dans du béton, la Constitution de 91. C'est une solution transitoire dans l'immédiat, pour que les Gabonais, au moins tout le monde sera d'accord. Personne ne viendra dire que c'est une mauvaise constitution. Et après, quand l'ordre constitutionnel sera rétabli, on s'assoit calmement. Parce que vous n'avez eu qu'un mois pour rédiger une constitution. Nous, on n'a eu que 10 jours. Alors que j'ai démontré... Mais c'est un texte déjà travaillé aussi, monsieur Yama, 1991. La proposition de la Constitution 91, ce serait une mesure palliative. Palliative, c'est transitoire. Monsieur Fumboula, vous vouliez intervenir? L'autre, monsieur Yégué. Monsieur Yégué. Oui, merci. Là, il ne parle pas. Oui, j'ai écouté. Et c'est un honneur parce que les deux principaux intervenants, aussi bien à ma gauche qu'à ma droite, ont été au dialogue national. Non, sauf moi. Sauf vous. Et ensuite, ils sont dans le Parlement actuel. Donc, ils sont co-responsables de cet avant-projet. Alors, ils sont un certain nombre. Et nous avons appris qu'il y a moins d'une dizaine qui ont voté non. Donc, le principe majoritaire s'impose. C'est aussi cela, la démocratie, que nous essayons de mettre en place. On les a entendus, puisqu'ils ont voté non. Mais le principe majoritaire s'impose à eux. Alors, il ne faudrait pas que nous tombions dans un jeu des politiciens. C'est-à-dire que parce qu'on n'a pas peut-être retenu toutes vos propositions, et encore qu'on n'est pas encore à ce stade-là, bien sûr, puisque le processus est en cours. Donc, je crois que ces débats prendront forme lorsqu'il y aura promulgation de ce projet, de cet avant-projet. Et puis, il faut retenir une chose. Dans une démocratie en construction comme la nôtre, il n'y aura jamais de projet de constitution parfait. Parce que les uns et les autres, selon leur entendement, se sentiront quelque part lésés quand d'autres se sentiront à l'aise, mieux lotis. Donc, ce que nous essayons de construire,
Et c'est pour cela que j'attends la suite de nos échanges sur les conditions d'éligibilité. Parce que nous avons fait le choix d'un régime présidentiel. Et c'est un régime, comme l'a dit l'intervenant en face de moi, qui cadre avec nos us et coutumes. Parce que quand on copie, pour ceux qui aiment imiter à chaque fois la France, mais là on n'a rien eu de la France, qu'on arrête. On a fait du copie-coller à un certain moment dans nos constitutions, alors que nos réalités sont aux antipodes de ce que vivent les Français. On a juste changé là où il y avait France, on a mis Gabon à une certaine époque. Non, mais ce n'est pas risible. Donc maintenant que nous nous asseyons, que ce soit 1 mois, que ce soit 2 mois, l'essentiel c'est de savoir est-ce que le rendu, la quintessence du rendu du travail correspond aux aspirations du peuple gabonais, sachant qu'on n'atteindra jamais le 100%. Donc, il faut que nous avancions. Est-ce que la mouture, est-ce que l'avant-projet proposé actuellement est une avancée significative en termes de notre démocratie, oui ou non? Aujourd'hui, les militaires sont au pouvoir. Nous sommes en période de transition. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et les militaires qui sont au pouvoir, soyons réalistes, c'est un régime militaire. Ils n'ont pas fait ce coup de la libération pour laisser que les politiques, qui pendant 56 ans ont eu à faire ce qu'ils ont fait pour le Gabon, et vous en avez fait les frais, reveniez au devant de la scène. Donc il y a un temps pour tout, comme nous enseignent le livre Ecclésiaste. Aujourd'hui, supportons, avançons, il y a un projet qui est en cours, on l'analyse, certains pans peuvent être positifs, d'autres peuvent être négatifs, mais il faut que nous avancions. Voilà. Est-ce que le projet, par rapport à la Constitution de 91, est-ce que c'est une avancée pour le pays? C'est ce qu'on doit expliquer à nos compatriotes quand ils vont aller au référendum. Ce n'est pas de dire non comme certains le disent aujourd'hui, oui comme d'autres le disent, pour dire un non contre Oligui Nguema de CTRI, ou bien un oui, c'est dévoyer le problème. Parce que cette constitution va nous engager dans les peut-être 50 ou 60 prochaines années de notre vivre ensemble. Voilà, c'est pour cela justement que nous faisons œuvre de pédagogie depuis le début de la semaine, et c'est certainement pour ça que nous allons vers les uns les autres, que ce soit le oui, que ce soit le non, pour comprendre, savoir... Oui, docteur, non, j'avais juste une petite interrogation à l'endroit de M. Yama. Évidemment, quand il dit qu'il fallait pouvoir apaiser, n'est-ce pas, le climat. Mais je pense que le reproche qui nous serait fait aujourd'hui, c'est de se dire, si nous attendions effectivement, comme il le préconise, que l'on puisse apaiser le climat, mais depuis la transition, depuis le coup de libération, il y a eu l'appel à contribution. C'est des fonds publics qui ont été exposés. Il y a eu le dialogue national inclusif, la participation de plus de 38 000 Gabonais à travers leur contribution. Il y a eu les assises d'Angondje. Est-ce que finalement, les 6 mois qui suivront, ou les 1 an qui suivront cette période d'apaisement, à quoi auraient donc servi, à quoi auront servi finalement toutes ces étapes finalement de cette transition, à poser les bases? Est-ce qu'on ne nous reprochera pas dans 10 mois, dans 12 mois, mais pourquoi tout cet tintamarre finalement, si on n'est pas parvenu à pouvoir tirer les conséquences, à faire participer les Gabonais les uns, aussi les autres, sans exclusion? Parce que le processus, on l'a rappelé depuis le premier jour que nous sommes arrivés sur ce plateau, c'était un processus innovant, participatif. Toutes les couches sociales de notre pays ont été représentées. Donc aujourd'hui, de pouvoir dire qu'il y a des tensions qui s'élèvent ici et là, il faut pouvoir aller vers un système ou une période d'accalmie, mais on est bien dans une période d'accalmie. Nous sommes en train d'aller vers le terme de chronogramme proposé par les militaires et la rédaction d'une nouvelle constitution par l'Assemblée constituante et même l'avis technique qui a été, puisque le comité constitutionnel n'a fait que rédiger, comme l'a dit l'honorable Foumbula, l'avant-projet. Mais allons-y jusqu'au terme de la transition qui était défini et sortons et revenons à l'ordre constitutionnel. C'était mon apport sur cette... Merci. Alors, voilà. Monsieur Foumbula. Honorable Foumbula. Oui, comme je l'ai dit en introduction,
l'opportunité qui nous a donnée ici est de demeurer pédagogique. Tout à fait. Et je pense que l'exercice auquel nous sommes soumis nous invite également à être factuel. Pas de procès d'intention. Bien sûr, bien sûr. Qu'on ait voté non, qu'on ait voté oui, il n'y a pas de tintamarre, il n'y a rien de tout ça. Bien sûr. Il faut qu'on reste factuel. Et je vais m'efforcer justement à rester le plus factuel possible. Avant d'arriver ici, et vous connaissez la rigueur qui est mienne, j'ai eu à examiner les projets de constitution partant de 91 à 2023, à faire une analyse sur la base des différents événements, sinon les événements majeurs. 91, au sortir de la conférence nationale qui a produit la première constitution, 94 après les accords de Paris, et dernièrement la constitution qui était en vigueur, sortie des accords d'Angondje, je pense de 2018 ou 2021. Alors, sur les éléments fâcheux, qui fâchent, si on parle par exemple du Conseil supérieur de la magistrature, parce qu'aujourd'hui, effectivement, le président du Conseil supérieur de la magistrature, c'est l'article 71 dans la Constitution de 1991. En 91, le président de la République est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Le vice-président est le président de la Cour suprême. Quand les politiques, et c'est pourquoi je disais l'esprit de la Constitution a changé par rapport au projet. Même si le régime demeure, mais l'esprit a changé. Avant, on était multipartite et pluraliste. Il n'y avait que les politiques qui décidaient. L'esprit de la rédaction de la Constitution est participative et pluraliste. Ça veut dire qu'il n'y aura plus que les politiques, mais les autres acteurs auront aussi leur mot à dire. Leur mot à dire, tout à fait. Donc, en 1994, quand les politiques se retrouvent à Paris et reviennent, ils n'ont pas profité de 1994 pour enlever le président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature. Il demeure président du Conseil supérieur de la magistrature. Plus grave, ils évincent le président de la Cour suprême pour mettre comme vice-président le ministre de la Justice. Nous sommes en 1994. Ce sont les politiques qui l'ont fait. En 2023, jusqu'en 2023, le format est le même. Le président de la République est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Le premier vice-président est le ministre de la Justice. Il rajoute maintenant un deuxième vice-président qui est rotatif entre le président, les ordres judiciaires, Cour, Conseil d'État, ainsi de suite. Ça veut dire que de 1991 jusqu'en 2023, le président de la République a toujours été président du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est né d'aujourd'hui dans la proposition de l'avant-projet. Par contre, nous, notre bagarre, dans le cas de la séparation des pouvoirs, était justement de dire, mais ça gêne en quoi qu'on laisse maintenant le pouvoir judiciaire fonctionner seul, de façon à ce que le président de la République ne soit plus le président du Conseil supérieur de la magistrature. C'est l'une des raisons pour lesquelles, moi par exemple, je vote non. Mais ça ne veut pas dire que je vote non parce que cette constitution est pire que les précédentes. Ça n'a rien à voir. Si on analyse la composition de la Cour constitutionnelle, mais en 1991, c'est le président qui nommait les 3 membres de la Cour constitutionnelle. 3 étaient nommés par le président de l'Assemblée et 3 étaient nommés par le Conseil supérieur de la magistrature. Nous sommes en 1991. Quand les politiques se retrouvent en 1994 et reviennent des accords de Paris, on modifie la Constitution, ils enlèvent l'ordre judiciaire dans le processus de nomination. Il ne reste que politique. Le président nomme 3, le président du Sénat nomme 3, le président de l'Assemblée nomme 3. Ce sont les politiques. Ils n'ont pas crié au recul démocratique. Et c'est ce format qui est resté jusqu'en 2023. Eux, quand ils rédigent l'avant-projet qui circule sur la toile, ils proposent de revenir aux dispositions de 91. Donc, ils estiment qu'il n'y a plus que les politiques qui doivent nommer les membres de la Cour constitutionnelle. Il faut ramener le Conseil supérieur de la magistrature. C'est pourquoi dans la proposition qui circule, on va voir 3 qui sont nommés par le président, 2 par le président de l'Assemblée, 1 par le président du Sénat et 3 nommés par le président, le Conseil supérieur de la magistrature. Donc on peut dire à ce niveau qu'entre les constitutions
partant de 94 en 2023, où ce n'était juste que les politiques qui nommaient, dans leur avant-projet, il y a une évolution parce qu'ils permettent dorénavant au Conseil supérieur de la magistrature de se mettre dans le processus de nomination. Donc, il y a eu des évolutions sur certains aspects. Pour ne pas monopoliser la parole, je vais m'arrêter sur, par exemple, la dissolution de l'Assemblée. La dissolution de l'Assemblée a toujours existé. Dans la Constitution de 94, de 91, c'est l'article 19. Jusqu'en 2023, c'est l'article 19. Le pouvoir de dissolution a toujours été donné au président de la République. Quand les politiques sont allés aux accords de Paris, ils ne se sont pas battus pour enlever la dissolution. Ils ont laissé cette dissolution-là perdurer. Ils sont allés plus loin dans le vice. Parce que dans la réforme de la Constitution de 2021, sous tous ceux qui sont en train de crier que la Constitution est la plus terrible du monde, ils se sont permis de proposer la nomination de 15 parlementaires, notamment 15 sénateurs, alors que les parlementaires se doivent d'être élus. Eux, quand ils font leurs propositions, ils estiment qu'on ne doit plus nommer des parlementaires. On doit laisser les parlementaires être élus. On ne va pas dire qu'à ce niveau, il n'y a pas eu d'évolution dans la proposition. C'est pourquoi je dis, si on analyse de façon factuelle, il y a des éléments qui ont connu une évolution, mais pas suffisamment le point de discorde, pour moi, c'est le fait qu'on garde le principe de concentration du pouvoir autour du pouvoir exécutif, notamment de la personne du président. C'est-à-dire qu'on ne veut pas se départir. Concentration de quel pouvoir? Le pouvoir exécutif, simplement? Non, parce que, en fait, dans l'esprit, le président de la République demeure dans les mêmes dispositions depuis 1991. Il est toujours président du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut dissoudre l'Assemblée nationale. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça demeure depuis 1991. C'est comme ça. Notre bagarre était de se dire, on a la transition, changeons. C'est là, en fait, pourquoi on vote. Non, on se dit, on a une opportunité, il faut qu'on change. Mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est né dans le cadre de leur avant-projet. C'est quelque chose qui existe depuis 91, tout ce que je viens de citer. Mais est-ce que, M. Fumboula, est-ce que dans d'autres pays, par exemple, sous d'autres cieux, cette donne-là est différente? Mais non, justement, quand on parle du pouvoir, quand on parle d'un régime présidentiel, l'un des griefs que moi je peux faire, c'est de demander justement au rédacteur de ne pas n'ait pas hésité, en fait, à se rattraper son estime qu'on a fauté quelque part. On ne peut pas parler d'un régime présidentiel avec les dispositions d'un régime mixte. Nous ne sommes plus dans un régime présidentiel. Un régime présidentiel tel qu'on l'entend, je ne parle pas de présidentiel à la gabonaise, mais un régime présidentiel tel qu'on l'entend, le pouvoir exécutif, il a part, il se gère lui-même, le pouvoir judiciaire se gère de lui-même, le pouvoir législatif se gère de lui-même. Il n'y a que dans le pouvoir, dans le régime mixte, à mon sens, je puis me tromper, où on peut avoir que le président de l'exécutif qui peut dissoudre l'Assemblée nationale, qui peut nommer les juges. Alors, on a bien compris votre position. Je pense que monsieur... Oui, c'est-à-dire sur ce point précis. Sur ce point précis. Mais parce que monsieur Yama, c'est... Attendez que je réagisse aussi. C'est dans la même dynamique. Vous allez répondre. Voilà, sur le type de régime. Voilà, je reviendrai sur le Conseil supérieur de la magistrature plus tard, tout en relevant que ce qui est sûr, si on est arrivé à cette situation, c'est que tout ce qui était avant était mauvais. Ça, il faut quand même le reconnaître. Donc, il ne faudrait pas... Ici, on n'est pas en train de justifier le passé. Non, pas du tout. Et puis, ne faisons pas aussi comme l'élève échoué qui est blâmé et puis dit « je ne suis pas le seul échoué ». Il y avait d'autres aussi échoués. Bon, bref, sur le régime présidentiel, moi, j'étais au dialogue. Lui n'y était pas. Le dialogue a demandé le régime présidentiel sur les régimes qui étaient proposés. Et ce qu'on entendait par régime présidentiel, c'est le régime tel que vous l'enseignez à l'université. Ce n'est pas le régime... bien sûr, c'est le régime tel que vous l'enseignez à l'université. Vous enseignez quel type de régime présidentiel? À ceux qui sont en droit. Donc c'est ce régime que le dialogue a choisi. Or, quand on regarde, ça n'a rien d'un régime présidentiel. Et certains même l'ont admis que non, ça c'est un régime gabono-gabonais. C'est-à-dire que, je prends souvent l'exemple, on est allé prendre la boîte de vitesse à Toyota,
avec la transmission à Mitsubishi, et puis Nissan a fourni le moteur, et ainsi de suite, et puis on a construit un régime. Donc, à ce niveau-là, convenons quand même qu'il ne s'agit pas d'un régime présidentiel tel qu'on l'entend. Tel qu'on l'entend en Occident. Pas tel qu'on l'entend. Ici aussi, vous étiez à l'université, on vous a parlé des régimes. Donc, pour ceux qui ont été... je n'étais pas en droit. Bon, d'accord. Donc, sur cet aspect, si vous pouvez d'abord nous éclairer, et on va revenir sur... alors, mais sur le régime, oui. Voilà. Oui, c'est-à-dire sur le la régime. Concentration des pouvoirs. Les préoccupations évoquées par l'honorable Foumbula et le vénérable Yama nous permettent de revenir un peu sur cette question. Pour dire d'entrée, il n'y a pas un manuel, c'est un juriste qui parle, il n'y a pas un manuel, un code qui dicte préalablement chaque État de choisir tel régime, tel régime, tel régime. Les questions des régimes, pour les Gabonais qui nous suivent, sont des questions de doctrine. La doctrine, c'est-à-dire ceux qui écrivent, que le Gabonais moyen comprenne. Ceux qui réfléchissent, ils regardent un texte et ils réfléchissent, disent la façon dont les pouvoirs sont repartis. On dit c'est un régime présidentiel. Quand je le dis, c'est pour dire oui, on enseigne aux étudiants les régimes, d'accord, mais on ne leur dit pas de reproduire mécaniquement les régimes. Quand vous prenez l'histoire de la France, tiens, puisqu'elle est citée parfois en référence dans notre héritage constitutionnel, la France, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, est majoritairement un régime d'assemblée, un régime parlementaire. Vous connaissez le contexte dans lequel la France se trouve à l'issue de la guerre. Les Allemands sont passés par là. Puis un homme, général de Gaulle, n'y trouvait aucun signe entre deux généraux. Un homme passe par là et décide de prononcer un discours de Bayeux. Ce discours va vous donner la Constitution de 58, la Constitution dont on a hérité lorsque nous lorsqu'on a la Constitution de 91. Et ça me permet d'ailleurs de dire que la Constitution de 91, ce n'est pas seulement la conférence nationale, puisque derrière, un groupe de constitutionnalistes français sont passés pour écrire cette Constitution. Tout à fait. Donc, pour revenir à De Gaulle prononce un discours et il faut écrire une nouvelle Constitution. Les raisons que la France a vécu. France a vécu. L'instabilité en France. La France, et je l'ai dit, l'Allemagne est passée par là. De Gaulle fait écrire une nouvelle constitution, celle de 58. Au moment où on écrit la constitution de 58, il n'y a pas un régime qu'on appelle le régime semi-présidentiel. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que s'il y avait un manuel préétabli, De Gaulle n'aurait eu le choix que quand il y a un régime parlementaire, qui existait déjà, et un régime présidentiel qui existait aux États-Unis. Mais c'est parce qu'il a fallu adapter la Constitution de 58 au contexte français, que la Constitution de 58 va nous créer ce que nous appelons aujourd'hui et que nous enseignons le régime semi-présidentiel. Il est allé prendre un peu chez les Américains et il a gardé un peu chez les parlementaires. Et ça nous a donné ce qui est aujourd'hui appelé régime semi-présidentiel ou semi-parlementaire, et qui est l'actuel régime de la Constitution que nous avons. Donc lorsque nous sommes investis d'écrire notre Constitution, nous sommes dans cet esprit. Il faut que notre Constitution reflète non pas une catégorie de régime préétabli, même si le dialogue nous demande un régime présidentiel, oui, nous allons faire un régime présidentiel, mais attention, nous n'allons pas le faire comme les Américains. Et pour une raison simple. Les États-Unis, c'est un État fédéral. Nous, c'est un État unitaire. Donc, rien que sur ce fondement, le régime présidentiel américain n'est pas transposable au Gabon. Et à partir de là, les membres du comité constitutionnel ont considéré qu'il y avait lieu d'adapter le régime présidentiel à nos réalités. Est-ce inédit? Non. Vous allez au Bénin. C'est un régime présidentiel. Avec une particularité, puisqu'on parle de curiosité. C'est que le vice-président béninois, c'est celui-là qui subit la mise en accusation. Ce n'est pas le président, c'est le vice-président qui subit la procédure de mise en accusation que nous, on a gardée au président. Vous allez au Mali, la dernière constitution, c'est une adaptation.
Mais c'est pour dire qu'en fait, la meilleure constitution, et on en parle depuis quelque temps, la meilleure constitution, s'il devrait en exister une, c'est celle qui reflète les préoccupations des Gabonais à un moment donné de leur histoire. Les Français ont fait le régime semi-présidentiel, c'était leur histoire. Le Gabon, nous avons opté pour ce régime présidentiel, un régime présidentiel, et on l'a adapté à notre histoire, à nos valeurs et à notre culture. Donc ça me permet un peu de répondre à cette critique, à ce débat sur le régime, la nature du régime, un régime gabonais, oui, c'est un régime présidentiel fait par des Gabonais et adapté à la situation que vit notre pays. Oui, oui, monsieur Zé. Je voudrais juste, parce que quand j'écoute le constitutionnaliste, j'ai comme l'impression que, je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu un défaut de communication entre vous au moment où vous avez rendu votre travail au niveau du Parlement? Parce que on a l'impression que vous n'étiez pas, comment dire, dans la même bulle, dans la même salle de travail. Parce qu'à vous écouter, parce que effectivement nous souhaitons un régime présidentiel. Vous savez, il y a certaines déclarations, comme celle de l'ancien et défunt Premier ministre Léon Mébiam. Il avait tout dit. Il a été Premier ministre pendant combien d'années? Et à la fin, il a dit quoi? J'ai jamais gouverné. Parce que le pouvoir réel était entre les mains du chef. Nous sommes des Bantous. Aujourd'hui, la constitution qui est applicable aujourd'hui au Gabon, qui est le chef de l'administration? Ce n'est pas le chef de l'État, c'est le Premier ministre. Mais quand vous allez poser un problème au Premier ministre, qu'est-ce qu'il vous dit? Et pourtant, c'est un problème administratif qui relève de sa compétence. Il va toujours aller s'enquérir auprès du chef de l'État. Donc, je crois que la mouture proposée, effectivement, revient à coller à nos réalités. Donc, c'est dans ce sens que je dis, il faudrait peut-être qu'à un moment donné, nous pensions Gabon d'abord et que nous sortions un peu de la rhétorique que nous avons héritée de la France, de faire des débats parce qu'il faut faire des débats. Est-ce qu'on a pris le temps de bien analyser ou bien de bien lire entre les lignes ce document qui a fortuitement fuité sur les réseaux sociaux? Et si, par nature, certains points d'achoppement, ce qui est tout à fait normal. Bien sûr. Parce qu'on veut que la présidence des magistrats, du Conseil supérieur de la magistrature, soit détachée. C'est vrai, on le comprend. Mais sommes-nous prêts à ce niveau de démocratie de faire en sorte que la présidence du Conseil supérieur de la magistrature soit laissée entre les mains des magistrats? Est-ce que là, nous ne créons pas ou nous ne posons pas déjà les prémices? C'est ce qui se fait au Bénin. C'est ce qui se fait au Bénin. Je peux terminer? Je peux terminer? Allez-y. Est-ce que lorsque nous voulons imiter ou copier à la française, c'est bien, mais est-ce que là aussi, nous n'avons pas les risques de poser les prémices d'un régime qui ne durera pas? Parce que si nous faisons tel que nous l'avons appris dans les universités, les séparations stricto sensus des pouvoirs, mais est-ce que notre société, nous sommes déjà adaptés, arrivés à ce niveau pour gérer cela? Est-ce que nous n'allons pas rentrer dans des régimes instables? Il y a aussi ces questions-là. J'aurais aimé, puisque vous aviez deux préoccupations. J'ai répondu à une sur le régime dans sa globalité. Mais il y avait la préoccupation sur la présidence du Conseil supérieur de la magistrature. Voilà pourquoi je veux intervenir d'abord là-dessus. D'accord. Voilà pourquoi merci. Non, mais sur le régime, sincèrement, peu importe comment on l'appelle, peu importe comment, mais il y a ce qu'on appelle les fondamentaux dans un régime. Ce sont ces fondamentaux qu'on regarde. Moi, ce n'est pas tant l'appellation. On est déjà tombé d'accord, c'est un régime présidentiel gabonais. Ça, je crois que c'est déjà acquis. Mais les fondamentaux, c'est ça. Donc, on a parlé de la séparation. Et ça, n'ayons pas peur des choses. L'équilibre de pouvoir, c'est très important. Oui, il y a que... Laissez-moi terminer. Allez-y. C'est très important l'équilibre de pouvoir. Nous sommes tous des êtres humains, nous avons tous un créateur. C'est Dieu. C'est Dieu qui est le détenteur de tous les pouvoirs.
et c'est lui qui, par onction, donnait aux hommes. On n'est plus dans ce cas de figure. On est dans les cas de figure où ce sont les hommes qui donnent le pouvoir à un autre homme. Et pour cela, si nous voulons vraiment être stables, il faut alors prôner l'équilibre des pouvoirs. Donc, on a pris l'exemple de l'Assemblée, c'est-à-dire les 3 compartiments doivent être séparés. Le compartiment Assemblée nationale, le compartiment exécutif, qu'il soit, qu'il gère seul ou qu'il gère avec un Premier ministre ou avec qui il veut, peu importe, c'est l'exécutif. Et ensuite, il y a le compartiment judiciaire. Et sur le compartiment judiciaire, c'est vrai, toutes les autres constitutions ont consacré le président du Conseil supérieur de la magistrature. Comme Geoffroy l'a dit, mais nous voulons aller à cette évolution de séparation qui voudrait que le président ne soit plus le président du Conseil supérieur de la magistrature. C'est un exemple, moi. C'est un président qui m'envoie en prison. C'est aussi un président qui me sort de la prison parce qu'il décide. Aucun magistrat n'a eu le courage de décider de sortir M. Yama ou non, parce qu'on attend des instructions. Et ça va plus loin. Parce que dans la répartition qui est faite, le Parlement désigne 3 représentants à la Cour constitutionnelle. D'accord? L'exécutif, 3. Le judiciaire, 3. Ça fait 9. Et les 9 choisissent qui est le président. Mais dans les faits, le Parlement va désigner 3. L'exécutif, c'est-à-dire le président de la République, va désigner 3. Le judiciaire, mais qui a pour président le président de la République, va désigner 3. Mais ce sont les 3 du président. Ne nous leurrons pas. Donc, du coup, l'exécutif va se retrouver avec 6 membres de la Cour constitutionnelle, le Parlement, 3 membres. Évidemment, celui qui sera président de la Cour constitutionnelle sera le président sera l'homme que le président aura choisi. Ce que vous dites là est vrai aussi lorsque le président de l'Assemblée et le président du Sénat sont de la même coloration. Hein. On peut toujours soupçonner mais aussi. Peu importe, mais ils sont 3. D'accord, ils sont 3 au niveau du Parlement. Je ne cherche pas à connaître leur coloration. Ouais. Ils sont 3 au Parlement, ils sont 3 à l'exécutif, ils sont 3 au judiciaire. Mais les 3 du judiciaire, dans la mesure où c'est le président qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature, ce sont les 3 du président. Ne nous leurrons pas, ce sont donc les 3 de l'exécutif. Et donc, du coup, il y a un déséquilibre au niveau de la Cour constitutionnelle. Je vais vous dire, je vais terminer. Monsieur Yama, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que vous pourriez dire face aux Gabonais ce soir qu'il y aurait comme une constitution qui serait à 100% publicité? Pardon? Est-ce que vous, ce soir, vous pourrez dire aux Gabonais, justement, à travers vos propos, qu'il y aurait une constitution à 100% qui peut être publicitée? Moi, je voudrais, sincèrement, avec tous les efforts que les militaires ont faits, parce qu'il faut le reconnaître aussi, hein, ils ont eu le courage de nous sortir de cette situation. Même si certains disent que c'était sans risque, c'est faux. Il y a toujours des risques. Ils auraient pu échouer, ils auraient pu mourir, ils auraient pu être emprisonnés. Mais il faut que ces efforts-là servent à quelque chose. Voilà pourquoi on veut aider la transition, pour qu'on bâtisse quelque chose de solide. Pas à l'image d'un homme, mais à l'image de notre pays. Et donc, oui, moi je souhaiterais qu'on ait une constitution qui serait à 99,99% de oui. Et c'est possible. Si on n'a pas assez de temps, le dialogue a donné 1 an de plus aussi, hein, pourquoi pas? On peut en parler. Bon, bref. Oui, docteur, qu'est-ce que vous diriez par rapport à cette préoccupation Sur la rigidité, finalement, ou la séparation des pouvoirs en tant que tel, on prend souvent pour modèle le modèle américain, comme ça l'est enseigné ici et là. Mais par exemple, une curiosité ou bien une bizarrerie, je ne sais pas. Mais par exemple, aux États-Unis, pourtant le vice-président des États-Unis est élu en ticket avec le président de la République et il préside le Sénat américain. Est-ce là une intrusion, une émission de l'exécutif dans le législatif? Est-ce que cela remet en cause la nature démocratique, finalement, du régime américain? Voyez-vous, c'était juste une petite... Oui, ça me permet, c'est-à-dire voilà. ce qui est dit, voilà. si tu me permets, c'est-à-dire ce qui est dit
on parle de séparation stricte. Oui. Ça n'existe nulle part. En réalité, ça n'existe nulle part. Pourquoi? Et je vous le dis. Tout à l'heure, il prend l'exemple du modèle américain qui est réputé être l'exemple parfait lorsqu'on parle de séparation stricte. Il vient de le dire. Le vice-président américain. C'est le législatif ou l'exécutif? C'est l'exécutif. Mais le vice-président américain, dans la constitution américaine, c'est pas parce que lui-même il veut aller le faire, dans la constitution américaine, il est le président du Sénat. Il assure la présidence du Sénat. Vous imaginez un seul instant si le comité constitutionnel avait écrit une seule fois que le vice-président du Gabon préside le Sénat. Va présider le Sénat. Vous imaginez un seul instant. Non, mais lorsqu'on le dit, c'est pour vous montrer, c'est pour montrer au public gabonais qui s'intéresse aux questions des régimes qu'en la matière, il n'y a pas de vérité absolue. Chaque État adapte. C'est sûrement l'histoire américaine qui justifie que le vice-président devienne le président du Sénat. De prime abord, ça pourrait ressembler à une forme d'immixtion. Toujours aux États-Unis, c'est le président qui nomme les juges fédéraux. C'est le président exécutif qui nomme les juges fédéraux. Dans quelles conditions? On va y arriver. C'est pas tant le problème de nomination. Mais on va y revenir. Je vais chuter sur le CSM. Ouais, quand je commence à parler des juges, c'est parce que je m'approche de votre question sur le CSM. C'est le président américain qui nomme les juges fédéraux. Le même président américain qui nomme les juges de la Cour suprême. Vous me direz, ils sont nommés à vie, tout va bien, tout va bien. Sur le problème qui nous concerne, la présidence du Conseil supérieur de la magistrature, avec l'objectif, si j'ai bien compris, de renforcer l'indépendance de la justice. Il faut commencer à dire aux téléspectateurs qui nous regardent que l'avant-projet proposé fait des avancées vers l'indépendance de la justice. Pourquoi? Parce que ce projet-là enlève le garde des Sceaux, qui est éminemment politique, le sort de la composition du Conseil supérieur de la magistrature. Ce projet, à la différence de l'actuelle Constitution, relève le statut des magistrats non plus au rang de loi, parce qu'ils incarnent un pouvoir, mais au rang de loi organique, comme l'est le statut des deux autres pouvoirs. Ce projet, parce que le législatif représenté ici est doté de l'autonomie financière, ce projet donne également l'autonomie financière au pouvoir judiciaire. Attention. Attendez, je vais préciser. Donne également l'autonomie financière au pouvoir judiciaire à travers les 3 ordres de juridiction, puisqu'il n'y a plus, comme avant, une Cour suprême. Aujourd'hui, il y a 3 ordres de juridiction. Et donc, ce qui est fait, se permettre à chaque ordre de juridiction, d'accord, d'exécuter les crédits nécessaires au fonctionnement de la justice. Il ne reste alors que seul grief, le président. Mais, voyez-vous, même si on l'avait enlevé, dans l'hypothèse où on aurait sorti le président du Conseil supérieur de la magistrature, qui nomme les magistrats? Qui nomme les présidents des hautes cours qui auraient, dès lors, dans ce chemin-là, assuré la présidence du Conseil de la magistrature? Qui les nomme? C'est le président. Et donc, l'hypothèse de couper absolument, vous voyez, cette suspicion-là, elle serait toujours maintenue. Les 3 pouvoirs tels qu'ils fonctionnent, quand on dit séparation, ça ne dit pas absence de collaboration ou d'implication des pouvoirs. Regardez, le judiciaire contrôle qui? L'exécutif, à travers soit la Cour des comptes, soit le Conseil d'État, avec les actes que l'exécutif prend, ou avec le judiciaire, avec les procédures pénales qui sont enclenchées contre les personnes de l'exécutif. Le législatif, lui aussi, contrôle l'exécutif, au-delà de son rôle régalien de voter la loi. La présence du président de la République nous paraît, dans le cas du comité constitutionnel, comme étant simplement un regard de l'autre pouvoir sur un autre pouvoir. La question de l'indépendance, ce n'est pas la présence du chef de l'État.
Aujourd'hui, ce qu'il faudra régler, c'est de revisiter l'homme. Le problème, c'est l'homme. Parce que même au Parlement, on peut doter tous les pouvoirs. La preuve, le Parlement actuel, dans la Constitution actuelle, Motion de censure. Combien on est a alors investi de plusieurs pouvoirs. Utilisés combien de fois? Notamment le pouvoir absolu d'entre eux, dans le cadre du régime actuel, c'est la censure. Utilisé où? Alors, donc, messieurs, ce n'est pas un problème de ne pas avoir des outils, mais c'est un problème d'homme. On va évoluer, si vous le voulez bien, parce qu'il y a encore les conditions d'éligibilité qu'on voudrait rapidement évoquer. quand même revenir sur les exemples. Parce qu'on est là pour faire œuvre pédagogique. Tout à fait. Exact. Quand on parle du président, du vice-président des États-Unis, président du Sénat, quel est le statut de ce dernier? A-t-il droit de vote? Non. En gros, c'est un titre honorifique, d'une part. Pourquoi? Parce que le vice-président du Sénat est élu en ticket avec le président. Le président, en cas d'empêchement, il n'y a pas de vacances. C'est le vice-président qui poursuit le mandat. Ici, le président n'est pas élu avec le vice-président. Exact. En cas d'empêchement, c'est le président du Sénat qui assure l'intérim. Parce qu'en fait, en cas d'empêchement définitif, le mandat également prend fin. Le vice-président ne sert à rien, il repart à la maison. Le président du Sénat assure un intérim qui prépare une nouvelle élection. Donc, les formats ne sont pas les mêmes. Vous avez parlé du Bénin, bel exemple. Mais au Bénin, on est entre nous. Le pouvoir judiciaire est indépendant. Est-ce que le président du Bénin est le président du Conseil supérieur de l'équivalent du Conseil supérieur de la magistrature? Non. Le pouvoir judiciaire s'administre de lui-même. Le pouvoir législatif, c'est une seule chambre. C'est l'Assemblée nationale. Je suis d'avis que c'est un régime présidentiel. C'est vrai que le vice-président n'est pas élu au ticket. Non, il est élu au ticket avec le Bénin. Voilà. Le président, en même temps, le chef du gouvernement. En cas d'empêchement définitif, qui remplace le président? Le vice. Si je prends la parole, je vais vous répondre. Non, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que... Je note. Je suis d'avis avec vous que chaque pays a sa particularité, mais cette particularité repose sur des principes qui sont communs. Voilà. Quand on parle d'un régime, il y a des indicateurs propres à chaque régime. Si on dit régime présidentiel, vous avez pris le cas du Bénin, le cas des États-Unis, ils ont en commun que le président et le vice-président sont élus ensemble. Vous avez parlé de la séparation du pouvoir, même si aux États-Unis, le vice-président de la République a un pouvoir, une fonction honorifique en tant que président du Sénat, parce qu'il n'a pas de droit de vote, mais il y a une séparation de pouvoir. Les décisions sont prises par le législatif, sans pour autant que le vice-président ne participe au vote. Le judiciaire, il est également à part. Ce sont les principes du régime. Le régime parlementaire aussi a ses principes. Le régime mixte aussi a ses principes. Moi, ce que je suis en train de dire, moi, dans la conception, dans la perception que j'ai, on projette un régime présidentiel, mais avec quasiment les missions d'un régime mixte. Ayons le courage peut-être de pouvoir introduire dans le corpus en griffe législatif des régimes notre régime à nous, mais qu'on n'appelle pas présidentiel. Qu'on n'appelle pas parlementaire. Il n'y a pas de corpus législatif. On l'appellerait comment, M. Fumboula? On peut l'appeler régime autochtone. Au moins, ça permettra aux scientifiques de faire des recherches sur ce modèle de régime autochtone qui est propre au Gabon, parce que vous et moi, on convient que sous ce format, à la lecture de documents effectivement qui circulent sur les réseaux, nous avons un régime qui est propre à nous, qui n'a au commun à aucun pays qui a un régime présidentiel. Mais si vous le voulez bien, s'il vous plaît, on va avancer. S'il vous plaît. Oui. Voilà, merci pour la pédagogie. En tout cas, c'est bien passé, c'est en train de passer, mais il y a d'autres sujets qui fâchent, notamment l'article 53, les conditions d'éligibilité, ou d'autres sujets à polémique. Oui, monsieur Jean-Rémy Yama, sur les conditions d'éligibilité, s'il vous plaît. Donnez-moi même ne fût-ce que 30 secondes, parce que je ne vais plus revenir sur ce que Geoffroy a dit. Sur les conditions d'éligibilité. Oui, je vais enchaîner après. Allez-y, 10 secondes alors. Merci. Non, vraiment, il a très bien répondu, Geoffroy, mais je voudrais aller encore plus loin. Parce que c'est très important, la séparation des pouvoirs. Parce qu'il y a une confusion.
on ne remet pas en cause le pouvoir de nomination du président. Ça, c'est archi faux. Quand vous dites, par exemple, que le ministre de la Justice qu'on enlève, il est éminemment politique, quelle est la différence? Au Gabon? Mais le ministre de la Justice, c'est le président qui va le nommer, hein, tel que vous l'avez conçu. Donc, il répond aux exigences fixées par le président. Mais qu'à cela ne tienne, l'article 68, par exemple, dans l'ancienne Constitution, où on dit le juge, dans l'exercice de ses fonctions, n'est soumis qu'à l'autorité de la loi. Mais on est aussi soumis à l'autorité, celui qui a le pouvoir de te nommer et de mettre. Donc, aujourd'hui, il faut faire la différence entre les magistrats assis et les magistrats debout. Les magistrats assis, faisons en sorte qu'ils soient confortablement assis, parce que ce sont eux qui rendent la justice. Et pour y arriver, regardez, je suis d'accord avec vous, pour que les magistrats assis rendent confortablement la justice. Le problème n'est pas le fait que le président soit conseiller. Non, le problème c'est que dotons les magistrats des conditions. Les conditions. Mais vous avez vu le pouvoir, regardez, sur les conditions d'éligibilité. La nouvelle loi, par exemple, sur la désignation des membres de la Cour? Non, de la Commission des droits de l'homme. Vous avez regardé cette loi? Comment ils sont désignés? Vous avez épuisé les 30 secondes, monsieur. Oui, mais regardez, prenez l'exemple sur ces personnes-là. Ces personnes sont élues, mais après, nommées par le président. Mais sur la base d'une élection. Donc, on peut faire la même chose au niveau de la magistrature. Au lieu de bouger les gens chaque année, faisons en sorte que les magistrats soient stables, nommés pour peut-être une durée de 3 ans, élus par leur père, pour une durée de 3 ans ou 4 ans, ou voire même 5 ans, et nommé, confirmé par la nomination par le président de la République, qui ne va faire qu'entériner une élection. Et vous savez que nous, on avait ce système à l'enseignement supérieur, messieurs, qui n'a duré que 7 ans. Quels sont vos avis sur les conditions d'éligibilité? Les conditions d'éligibilité, alors moi, je vais vraiment les pieds dans le plat. Sincèrement, c'est comment dire, on est en train de fabriquer une bombe qu'on envoie dans le futur. C'est-à-dire? Qui va exploser dans le futur. Purement et simplement. C'est-à-dire? Mais parce que aujourd'hui, on est en train de catégoriser les gens, les Gabonais. C'est-à-dire créer plusieurs catégories. C'est vrai, avec ce qu'on a subi, on a envie que les Gabonais soient à 100% ceci, même à 150% c'est là. Pourquoi pas? Mais je vais vous dire, celui qui est au pouvoir, il aura toujours la possibilité de placer qui il veut, parce que cette personne remplira les conditions. Je m'explique. On a vu avec Ali, les gens ont boudé. Et on a fabriqué un acte d'insens qui a prouvé que Ali remplissait les conditions. Des hommes et des femmes ont dit qu'il est né normalement, qu'il est gabonais à 100%. Les médecins ont même dit qu'il était en forme. Monsieur Yama, là, vous conjuguez au passé. Non, mais c'est pour vous dire que, en fait, c'est pour vous dire en réalité, ce genre d'article, je comprends, sincèrement, je comprends le fait d'être conservateur. Vous avez pris connaissance des conditions actuelles, le projet, conditions d'éligibilité. Mais les conditions de 91... Elles ne vous conviennent pas, être de père et de mère de Gabonais? Non, c'est-à-dire qu'on doit aller au-delà. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait d'être père et de mère. C'est-à-dire qu'il faut, dans les autres pays, il faut être intégré. C'est l'intégration qui importe. Quelles auraient dû être les conditions, selon vous, dans votre avis? Non, on aurait dû mettre quoi comme condition pour devenir chef de l'État gabonais? Non, les conditions qu'on doit mettre, d'accord? Ce qui est sûr, les conditions actuelles ou les conditions passées n'étaient pas mauvaises. En quoi elles étaient mauvaises, par exemple? Les conditions de 91 ou les conditions de 94? En quoi elles étaient mauvaises? Donnez-moi, voilà, vous allez me répondre que voilà telle disposition. Il y avait même l'article 10 qui permettait d'exclure certains. En quoi ces conditions sont mauvaises? Parce que je non, mais je ne dis pas. Vous savez, dans nos familles, nous tous autant que nous sommes, nous avons des gens, des personnes qui sont nées soit d'un parent, un des parents étrangers. Moi, personnellement, j'ai mon petit-fils. Le métissage est monnaie courante au Gabon, d'accord. Et on va tendre vers le métissage. C'est-à-dire les Gabonais, 100%
tels qu'on les fait, ils deviendront de moins en moins nombreux au fur et à mesure qu'on va avancer. Et que, certes, dans le cas actuel, on peut considérer que peut-être ça peut régler un problème, mais de mon point de vue, ça ne réglera aucun problème, parce que ceux qui sont au pouvoir, moi je termine par là, ils auront toujours la possibilité de fabriquer un candidat qui respectera les conditions, même s'il faut tricher. Vous êtes d'accord que nous parlons bien. Et donc c'est fait comme si c'était pour exclure certains, au lieu que ce soit fait pour intégrer. Nous sommes bien d'accord que nous parlons bien là de la fonction... Pour rassembler, regrouper tous les Gabonais. De la fonction de président de la République, le fauteuil présidentiel. Oui, c'est bien cela. Monsieur Fumbola. Oui, mais en fait, sur cette question, effectivement, on n'est pas en phase. Il y a... Non, moi je suis, par contre, d'avis avec les critères. C'est important. C'est important en ce sens que les critères qui sont définis le sont pour un Gabonais parmi tant d'autres. Je ne connais aucun pays au monde où l'accès à la fonction suprême n'est pas conditionné. Je prends le cas des États-Unis. Aux États-Unis, on va te dire, tu es né de père, de mère américain, eux-mêmes nés de grand-père, mais si tu n'es pas né sur le sol américain, tu peux pas être candidat. Et pourtant, tu remplis tous les critères que l'on a mis. Mais le fait que tu ne sois pas né sur le sol américain, malgré le fait qu'on ait pu retracer ta filiation jusqu'à, tu ne peux pas être candidat. Ils ont choisi la territorialité, si on peut le dire, le droit du sol, comme critère. Dans d'autres pays, c'est la filiation qui est choisie. Et l'objectif pour moi n'est pas forcément d'arriver à une société gabonaise qui n'a plus en griffe d'identité parce qu'elle sera à 80-90% métissée. Est-ce que c'est l'objectif de toute population de convertir son potentiel et de le métisser? Nous, on a nos tribus. On appartient à des tribus. On appartient à des clans. Mais je ne sais pas si dans nos tribus et nos clans, quand on désigne un chef, il n'y a pas de critères. Et surtout des critères qui ont fort lien avec sa filiation de part et d'autre. On est africain. Tu ne peux pas être le chef du village. Non, ce n'est pas possible. Bien le chef d'une tribu en étant partagé entre 2 ou 3 tribus. Je parle de la fonction suprême parce qu'on estime que c'est l'image du pays. Est-ce que c'est gênant qu'on dise que le modèle du Gabon doit être celui qui est de père et de mère pour la fonction suprême? J'aurais émis des grosses réserves si effectivement ces critères s'élargissaient aux autres fonctions, électives notamment, locales, législatives et autres. Mais ce n'est pas le cas. C'est la fonction suprême. Nous avons un passé. Il ne faut pas... Et je pense que le Seigneur a peut-être permis qu'on se retrouve dans cette situation pour attirer notre attention. Imaginons un seul instant qu'il n'y a pas eu le 30 août. Je le dis. Lorsqu'on modifie la Constitution de 2021, notamment l'article 10, on fait sauter le verrou de l'âge. Parce que jusqu'en 2021, c'était 30 ans minimum ou 35 ans. On fait sauter le verrou. On ne fait pas sauter le verrou parce qu'on veut que ceux qui ont 18 ans deviennent candidats. On fait sauter le verrou à cause des conditions d'Ali pour permettre à Nouridine de devenir candidat. Ça, c'est de 1. Je n'ai rien contre. C'est un compatriote. Son épouse est marocaine. Non, qu'on le veuille pas. Quand on analyse la gestion de ces jeunes, les capitaux qu'ils ont mobilisés sont allés où? Au Gabon? On peut me montrer une banque où cet argent est parti. Mais parce que simplement, ils avaient des pieds ailleurs. Aujourd'hui, j'ai vu sur Gabon Mediatime, désolé, voilà, bon, c'est un de vos confrères dans tous les cas, la justice française qui prend effet et cause pour Sylvia Bongo Ndiba. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais là, c'est parce que elle appelle son autre côté. Tu as commis des faits au Gabon. Avec le passeport gabonais. Tu es épouse de chef d'État gabonais. Mais tu ne veux pas que cette justice-là s'applique à toi. Quand elle veut s'appliquer à toi, tu revendiques ton autre nationalité. Est-ce que c'est ce modèle de chef que l'on veut à la tête de notre pays? Des personnes qui peuvent commettre des impairs ici, et quand la justice veut s'appliquer à eux, ils se déportent dans l'autre nation. Moi, je ne suis pas prêt
à prendre ce risque. C'est pourquoi je dis, en ce qui me concerne, je suis en phase avec ces critères. Et s'il fallait les renforcer pour la fonction présidentielle, oui, je proposerais d'autres amendements pour renforcer, pour verrouiller. D'accord. Ça, c'est mon avis. D'accord. D'abord, merci. Oui. Je crois que M. Foumbula a tout dit. Il ne s'agit pas d'un poste quelconque. Il s'agit de la fonction présidentielle. Et nous sortons de 14 années d'un vécu qui nous aura servi de leçon. Parce que des aînés qui savaient et qui se sont tus sur les origines de M. Bois le Serpent, parce que nous savions tous que c'était un enfant adopté. On allait jusqu'à nous raconter qu'il est né par césarienne en 59 à Brazza, encore qu'en 59, est-ce qu'on pratiquait la césarienne? Bon, bref. On allait jusqu'à nous présenter les actes de naissance sortis du 3e arrondissement. Donc, nous sommes allés de stupidité en bêtise. Et ça a été cautionné à tous les niveaux de responsabilité. Donc, vous êtes d'accord que ça aujourd'hui, si on met des verrous, c'est à partir de ce... Le passé, c'est ça l'histoire. L'histoire nous a servi. Eh bien, pour cette fonction-là, oui, il faut des verrous. Jusqu'à la première dame, qui doit être gabonaise, vous êtes d'accord? Qui doit être gabonaise. Monsieur Foumbula également. Oui. Tout à fait. Vous êtes d'accord avec... Je vais réfléchir à des conditions encore plus pour davantage... Alors, nous n'avons plus beaucoup de temps. Est-ce que vous voulez encore intervenir mais bien sûr, sur les conditions, les critères d'éligibilité. Très rapidement, il nous reste moins de 9 minutes. Il n'y a sur ce plateau, et d'ailleurs aucun Gabonais, dans aucune famille gabonaise, il y a toujours au moins un membre issu du métissage. Bien sûr. Mais je pense... Y compris au sein du comité constitutionnel. Au sein du comité constitutionnel. On peut le dire, lorsque vous ferez une enquête, effectivement... Nous nous sommes effacés. Lorsque vous ferez une enquête, et ça touche personnellement, qu'il s'agisse, je peux même me mettre en avant, mais nous avons fait le choix de protéger la patrie, de défendre notre pays. J'ai un fils, certainement, qui ne pourra pas être président de la République avec les critères énumérés. Certainement mon petit-fils. Mais il est important que chacun d'entre nous... Ils se souviendront que leur père, grand-père était rédacteur. Oui, ils se souviendront, certainement, mais c'est le sacrifice. C'est l'appel au drapeau. C'est ça l'appel à la nation. En nous défendant, désormais, il faut d'autres Gabonais. Et c'est ce que nous disons. Ce ne sont pas les institutions qui font un défaut, ce sont les hommes parfois. Changeant de paradigme. C'est bien compris. Alors, un sujet également qui aura été sensible pour les Gabonais, le foncier. Est-ce que, pour vous... Oui, monsieur Yama, allez-y. Vous vouliez intervenir? Non. Bon, vous vouliez revenir sur... Non, je ne veux pas... Je comprends, le traumatisme, il est profond. Hein. Moi, j'en sais quelque chose. 14 ans, c'est... Sur le foncier, qu'est-ce que Non, donc je comprends, mais je dis seulement que plus tard, on se rendra compte que, en fait, le brassage peut être bénéfique comme il peut être maléfique. Tout à fait. Par le passé. Comme toute chose. Comme toute chose. Mais moi, je vois le côté positif. D'accord. Où, au lieu de craindre que votre femme qui est camerounaise aille vendre les secrets, mais plutôt que votre femme qui est camerounaise apporte la stabilité entre vos deux pays. On a moins de 7 minutes. Un petit mot sur le foncier quand même. Monsieur Foumbula. Le foncier, Yama, vous avez la parole. Oui, merci. Non, pour le foncier, je crois que... Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire sur le foncier. Non, le foncier, là où il y avait quand même quelque chose qui clochait, c'était de rendre le titre foncier. Le titre foncier attaquable. Oui, là, je crois que... Sur cet aspect, je suis moins intervenu. Attendez, il n'a pas... d'accord. Voilà, parce qu'il faut stabiliser quand même au niveau du... dans ce domaine-là, il faut un acte qui traduit, on va dire, la fin de toutes les tracasseries. Et que maintenant, si dans la procédure... Donc, on peut voir la procédure, mais le rendre attaquable, ce serait le rendre instable, tel que c'était écrit.
Donc, je ne sais pas si ça avait été enlevé. Bon, là maintenant, on mais compte donc, sur voilà. la dernière Mais le lecture. reste, bon, là, on attend la dernière mouture. En fait, sur le foncier, la préoccupation, elle est partagée. Hein. On est pour que le foncier ne le soit que pour les nationaux. Les nationaux. Vraiment protéger Tel que c'était rédigé, le titre foncier. On ne peut pas le rendre attaquable. Éviter de contourner cette disposition en insérant les personnes morales. Parce qu'il y a, je pense que j'ai dû voir cette ouverture, exception faite parce que la personne morale des expatriés réunis en association, c'est une personne morale. Je préfère vraiment que on va échanger, on va approfondir. Mais en conclusion, parce que je présume que je n'aurai plus la parole à la fin, c'est simplement pour dire comme il reste 7 minutes. Non, moins de 5 minutes. Donc voilà, là, donc c'est juste moi je conclue. Vous pouvez commencer à conclure. Voilà, je boucle en disant que l'exercice auquel nous avons été soumis et les documents soumis à notre appréciation en ce qui est du projet constitutionnel, on ne peut pas dire qu'il est mauvais à 100%, en ce qui me concerne. D'accord. Sur les aspects sociaux, économiques, il y a eu une évolution. Sur l'esprit de la Constitution, il y a eu une grande évolution. On est parti, comme je l'ai dit, d'une démocratie multipartite et pluraliste à une démocratie participative. D'accord. Le seul point sur lequel il faut qu'on s'accorde, c'est celui de la séparation des pouvoirs. Et c'est pourquoi moi, je me suis prononcé contre le rapport sur la séparation des pouvoirs, en espérant que cet aspect va évoluer lors du dernier examen par le CETRI et le gouvernement. Est-ce que, M. Fumboula, lorsque vous avez voté... Juste une question. Lorsque vous avez voté justement ce nom-là, vous estimez qu'il y a une cohérence quand on sait aujourd'hui quand même que vous accompagnez, vous soutenez le CTRI? Mais on est sur la Constitution. On vote non par rapport au contenu. Et le non, c'est pour attirer l'attention de ceux qui auront le dernier mot, notamment le CETRI et le gouvernement. D'accord. Pour inviter à ce qu'ils puissent évoluer dans ce sens-là. Pour la conclusion, M. Jean. Bon, là, M. Fumboula, il se contredit parce que quand on dit non, c'est non. Quand on dit non, oui, mais non. Bon, bref, sur le foncier, nous sommes d'accord. Sauf qu'il y a une question. Est-ce que la loi est rétroactive? Non. Et puis la question du foncier, elle pose le problème de la nationalité au Gabon. Donc il faudra que les constitutionnalistes et autres juristes y veillent. Et en termes de conclusion par Alors, rapport à cette termes émission. de conclusion, nous trouvons que le travail qui a été fait, malgré le temps imparti relativement court, c'est une avancée. C'est une avancée et en ce sens, nous disons il faut aller de l'avant. Aucune œuvre humaine n'est parfaite, donc il y aura toujours à redire. Mais il faut aller de l'avant. D'accord. Monsieur Vénérable Jean-Rémy Yama. Oui, merci. Il est clair qu'on ne va pas dire que la Constitution est mauvaise du premier article au 194. Ce n'est pas possible. Mais sur les fondamentaux, sur la séparation des pouvoirs, sincèrement, je pense que tout est à revoir. Maintenant, si le temps ne nous permet pas, c'est ce que j'ai proposé. Vous soutenez Mordicus? Alors, puisque moi je veux une constitution plébiscitée, ou une constitution où les Gabonais se reconnaissent. À 100%. Donc, si on peut tendre vers les 100%, c'est possible. D'accord. Parce que, vraiment, nous sortons de loin. Plus de 50 ans, il y en a qui réduisent à 14 ans, mais on sort de loin. Construisons quelque chose de solide. Maintenant, si ce n'est pas possible, alors faisons du transitoire, malheureusement, pour sortir de l'ordre constitutionnel. Et ensuite, prenons le temps qu'il faut, comme ce que le président dit, s'agissant de la commission Vérité et Réconciliation. Il a bien dit, en 2 ans, ce n'est pas possible, on le fera plus tard. Donc là aussi, si on veut une condition parfaite, ben, on peut se prendre le temps qu'il faut pour la faire plus tard. Proposition de Jean-Rémy Yama. Docteur. Martial, de toutes les façons, je constate à travers les échanges que nous avons eus sur le plateau que nous ne sommes pas en opposition pour tout. Comme une certaine presse publique a voulu le faire entendre, il me semble que dans le fond, nous sommes bien d'accord sur les avancées majeures que le projet apporte, consacre. Il me semble que c'est sur la forme. Certains optent pour des moyens déjà éprouvés, pour des expériences déjà éprouvées. D'autres optent, et je pense que c'est ça le sens du projet qui est le nôtre. Nous espérons qu'avec le projet que nous proposons aujourd'hui,
on ait un autre regard, qu'on essaie autre chose. Nous avons déjà essayé d'autres solutions, la Constitution de 91. Nous avons vu où nous en sommes aujourd'hui. Donnons la possibilité, avec les modifications et les propositions faites ici et là, donnons la possibilité à notre pays de vivre autre chose. Le comité constitutionnel n'est pas sourd. Il me semble que les autorités, les plus hautes autorités de notre transition ne sont pas sourdes. Mais il faut que cela soit constructif. C'est mon mot de fin. Merci. Que cela soit constructif. Et enfin, M. Ozaga. Bien, merci. Je pense que ce débat a permis d'arrondir un peu les angles et de partager les points de vue. C'est vrai qu'en même temps que j'aurais aimé entendre M. Jean-Rémy Yama dire que le projet est bon, n'en déplaise à certains aspects qui mériteraient d'être affinés, améliorés. Hein, je pense que c'est également ça, avoir l'esprit constructif. Donc pour conclure sur ce plateau, remercier Gabon Télévision pour cet exercice pédagogique, remercier aussi les citoyens en face qui ont permis de mieux expliquer et rendre cette constitution, du moins cet avant-projet, plus accessible au plus grand nombre, tout en réitérant la volonté que chacun puisse lire. Non pas lire pour trouver les faiblesses, mais lire pour comprendre. Lire pour comprendre, parce que c'est différent. En gros, là où la Constitution de 91 est restée muette, l'avant-projet a apporté des avancées. Si ce projet est retenu, chaque Gabonais pourra désormais rêver d'être un jour président de la République, parce que l'alternance, en limitant les nombres de mandats, y est affirmée, et ça fait partie des intangibilités, c'est-à-dire ce que l'on ne peut pas modifier. Je vous remercie. Merci à vous, messieurs, vénérables, honorables. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation, qui n'est pas la dernière. C'est un nouveau contrat qui se scelle, puisque vous avez pris un rendez-vous devant l'histoire et devant les Gabonais. Patricia, merci. Cette émission se poursuit jusqu'à dimanche. Voilà, nous sommes ensemble jusqu'à dimanche pour faire œuvre de pédagogie, bien sûr. Merci pour votre fidélité renouvelée. Bonsoir chez vous et à demain, 21h.